Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Non, j'essaie de parler plus fort, mais ça devrait marcher. Bonsoir à tous, merci d'être ici cet après-midi pour cette projection que nous avons souhaité faire au film du Losange. Le film, comme vous le savez, est sorti depuis le mois de novembre, mais j'imagine que certains d'entre vous n'ont pas vu, n'ont pas pu le voir, ou depuis ont eu envie de le voir, et j'espère, est-ce qu'il y en a qui le revoient parmi vous? Ouais, ça c'est beau. Merci donc à vous tous. Donc Benoît Magimel est là, il arrive, et j'ai le plaisir et évidemment, le voilà. Donc merci de l'applaudir pour ça. Et j'ai aussi l'immense plaisir de vous présenter Albert Serra. Alors c'est une histoire qui a commencé il y a, je crois, 3 ans à peu près, par un producteur, Pierre-Olivier Bardet, qui va nous rejoindre et qui, en tout cas au Losange, nous avait envoyé une histoire qui était une 30aine de pages que j'ai lue et qui m'a complètement captivée. Et donc on s'est rencontrés avec Albert, et Albert m'a dit tout de suite: je voudrais tourner cette histoire avec Benoît Magimel. Est-ce que tu peux nous en dire plus, pourquoi, et aussi comment vous êtes rencontrés, comment cette histoire a évolué? Oui, on était à Cannes, moi je ne le connaissais pas personnellement, mais on était à Cannes et par hasard on était dans un dîner, déjeuner, dans la cuve, c'était un buffet, et comme il était derrière moi, et il avait montré les films de Rebecca Zlotowski, j'ai oublié le titre. La fille facile. Oui, la fille facile. Et moi j'avais vu les films, et j'avais beaucoup aimé évidemment lui. Et bon, je me présentais, ça a été très bref. Très bref. Mais, tu sais, pour moi, ça a été important parce que parfois, il y a des idées des acteurs et tu dois les voir de près. Tu sais, il faut voir un peu de près l'attitude, un peu la personne, même si c'est très bref. Mais tout de suite, tu comprends si c'est possible. Dans ce cas-là, moi j'ai trouvé qu'elle était très sympa, normal, rock'n'roll. Et en même temps, non, tu vois le visage aussi de proche, de près. Et je voyais qu'il avait déjà pour le personnage une espèce de petite ambiguïté, tu sais, un choix. Alors je me suis dit, c'est le bon choix peut-être pour cette film qu'on peut faire. Je ne sais pas si à ce moment-là, j'avais déjà ou non l'idée du film, j'ai oublié maintenant. Peut-être ça arrivait après ou non, mais en tout cas, il y avait soit le désir, soit la confirmation. Et après, on s'est rencontrés, je l'ai proposé. On a dîné. Tu as donné ce nom, c'était un bout après. Ouais. Pardon? Oui, c'était un dîner, bon, c'était un peu fou. Et je l'ai proposé, en principe c'était oui. Après, il y avait le confinement. Après, la gente, tu sais, plusieurs projets sont décalés. Il dit, Benoît, tu ne peux pas maintenant. Et il y avait un moment que certainement, on a commencé à penser des autres acteurs, parce que le confinement, les projets qui sont tous décalés. Et bon, on faisait même des listes et tout ça. Mais je ne trouvais pas de bonnes solutions. Et après, grâce un peu à Régine, il dit non, il faut insister, il faut insister, voir comme ce n'est pas un tournage très long, en fait, c'était que 4 semaines. Moi, j'ai tourné tous les films, c'était 24 jours, 25 jours de tournage, en fait, 24 jours, 4 semaines, avec une jour de retexte. Et oui, bon, peut-être à la fin, on peut trouver les petits moments pour le faire venir. Et à la fin, ça a été oui. De façon très, comment dire, spontanée. Et toi, Benoît? Moi, j'ai trouvé monsieur très sympathique. Benoît, tu comprends, c'est super. On va faire des films à Tahiti, voilà, c'est simple. Il n'y a pas de scénario, mais voilà. On va improviser, on va faire les choses simplement, voilà. Et c'est ce qui s'est passé, non? C'est vrai que c'était très très bref. C'est un tournage très, très rapide. C'était important quand même de venir un petit peu avant, quand même pour comprendre un peu les problématiques
problématiques et puis de rencontrer les gens. Voilà. Moi, ce qui m'avait vraiment impressionné, c'est le travail que tu avais fait avant, quand tu étais mis en repérage, et tous ces personnages que vous avez vus, donc sont des gens qui jouent plus ou moins un peu leur rôle, avec leurs problématiques, leur engagement, chacun. Et c'est vrai que plus je rencontrais les gens et plus je me nourrissais, plus je comprenais vraiment voilà, le vécu, leur histoire, la surprise en fait de découvrir toutes ces églises. À Papeete, c'est impressionnant, on a vraiment énormément leur identité, voilà, le choc simplement de ces essais nucléaires, quoi. Ouais, après, pour moi c'est important parce que lui il était engagé un peu avec ça, mais pas moi. C'est-à-dire au contraire, moi je voulais, tu sais, me séparer totalement de ce contenu trop réel et de faire vraiment un film qui était dans une fantaisie. Non, et à la fin, tu sais, ce contenu il est là, mais il est très à profondeur, très latent, parce que pour le reste, si tu vois les films, c'est une espèce de fantaisie ou d'artifice, où le côté social ou la réalité il est presque là. Tu sais, d'une façon visible. Parce que tu vois, il y a quelle scène, par exemple, des bateaux, non, dans la mer, où il y a plein de bateaux et du genre. Et après la discothèque, évidemment, mais c'est très bien choisi, c'est assez iconique, tous les personnages qui sont là, ou les extras, mais pour le reste, tu sais, c'est un pays un peu imaginaire, un peu mental, non, qui est l'idée de la paranoïa, de cette espèce de vie, non, où il habite. Et pour moi, c'était important qu'il y ait des autres personnes qui se sont engagées un peu. Pour moi, au contraire, faire le mouvement inverse, de se séparer complètement de cette réalité. Et même avec le travail, avec Benoît, c'était toujours, j'essayais toujours de le faire différemment. Parce que parfois on dit, ah, on fait l'oreillette, bon d'accord. Après la scène suivante, non. Et après, lui, il était habitué à l'oreillette, et après sans oreillette. Alors, chaque scène, chaque moment, c'était un peu un défi, un peu un moment d'étrangeté, un peu pour lui, parce qu'il devait comprendre tout de suite ce qui arrivait là. Et puis de proposer ça aussi aux autres acteurs, comme ça vous interrompez pas aussi le processus des scènes, quoi. Comme c'est des scènes très longues, on tournait en continu, comme ça, ça permet de pouvoir donner des informations à chacun sans perturber la séquence, quoi, sans perturber les gens. Donc c'était un moyen, c'était un outil formidable pour ça. Mais c'est vrai que bon, on a rencontré le haut-commissaire, le vrai, c'était pas du tout le même. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est chemise bleue, cravate, short. Ouais, il vit dans un palais, mais c'est vrai que dans Roller, ça ressemble pas du tout à ça. Mais tout le monde le voyait, vous savez, le commissaire là-bas, c'est Dieu, quoi. C'est vraiment la personne la plus importante, c'est le président de Tahiti, quoi. C'est impressionnant. Et il y en a qui m'accueillaient les bras ouverts, et puis d'autres qui me regardaient avec une méfiance sans nom, quoi. Donc l'idée, c'était de me les mettre dans la poche, quoi. C'est ce qui reflète un peu le film, l'ambiguïté du personnage, que tu ne comprends jamais si c'est vraiment attaché à la population ou pas, ou s'il y a un côté un peu plus cynique, ou simplement un côté, tu sais, un peu désespéré, de vraiment ne pas comprendre, et tu sais, avoir la peur d'être écarté pour la hiérarchie, comme tu dis dans le dialogue. Et tu vois, je suis tombé là où je vivais, j'avais une maison où il y avait une biographie de la femme de Marlon Brando, et je t'en parle parce que je trouvais que dedans, il y avait énormément de choses que je vivais, et en fait, c'est ça que tu avais lu. Oui, oui, je pense que je t'avais dit, mais comme on n'en avait pas parlé plus, mais par hasard. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'avait plu là-dedans, c'était quoi? Quoi? Dans cette autobiographie? Les côtés, comme dire, noirs du paradis. Comme il est le paradis, parce elle raconte toute sa vie, elle était née, je pense, dans les années 39, 40, 41, 42. Et après, évidemment, elle raconte d'abord avec son liaison avec Brando et les Américains, et les tournages du film, que ce n'était pas les seuls. Après, évidemment, avec l'arrivée des ingénieurs français pour le nucléaire, il y avait plein de. Tu sais, c'était tous des hommes, qui ont déstabilisé un peu. Et après, avec le tourisme, tu sais, avec les avions dans les années déjà 70, etc. Et comme cette espèce de paradis qu'elle décrit très bien, parce que c'est vraiment, ce monde, c'est vraiment plus proche du monde de Gauguin, le monde du 19e siècle, s'il n'y avait rien. Et avec une espèce d'harmonie, je dirais encore, par rapport à l'idée du corps, d'harmonie avec la nature, etc., non? Comme on voit aussi un petit peu dans les tabous des Murnau. Mais comme tout ça change et devient un paradis un peu pourri. Et pour elle, dans les livres, c'est intéressant parce que la responsabilité de tout ça, c'est son contact avec l'Occident. Tu sais, c'est l'Occident qui a mis
C'est la seule chose qui m'a, d'un côté un peu de l'émotion, qui m'a touché un peu. Mais pour le reste, tu sais, je voulais m'éloigner de le faire le plus artificiel possible. Évidemment, si le sujet était là et tous les dialogues sont liés au sujet, évidemment qu'il y a cette idée qu'ils sont des victimes de l'histoire, ça c'est clair. Mais bon, ça ne sert à rien de raconter, tu sais que tout le monde sait qu'ils sont des victimes, tout le monde le sait, même un enfant de 3 ans il le sait, pourquoi faire un film pour raconter ça? C'est une évidence. Non, c'est-à-dire, il faut rentrer, je ne sais pas. D'abord. Enfin, on sait, mais quand tu arrives là-bas, tu prends la mesure réelle des choses, forcément c'est plus fort. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je n'aime pas les mêler. Je laisse les acteurs un peu. Mais maintenant, il était très, parce qu'il est très populaire, il aime bien les côtés, tu sais, je ne sais pas, c'est relationné avec les gens réels. Il y a un côté réel, qui n'est pas toujours évident avec tous les acteurs. Ça, la connexion, c'était sympa. Et le premier jour, je vois, il lance l'action, il met en place tout, il me dit tu y vas quand tu veux. Je dis j'y vais quand je veux, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de moteur. Et tu fais quand tu veux. Pas de plat. Il me dit tiens, prends une bière, installe-toi, tu vas quand tu veux. Et puis je le vois partir, à un moment donné, du coin je le vois, puis je le vois, il est à 50 mètres du moniteur, et il a les oreillettes comme ça, et puis il marche comme ça. Et puis je me dis, ah, il repasse, en fait. Et moi, c'est pas gênant, c'est génial. En fait, c'est une autre approche du cinéma avec Albert, c'est vraiment une expérience. Je crois que j'ai jamais travaillé de cette manière-là. Et c'était un sentiment de liberté, en fait, absolu. Une fois, elle me dit, vas-y, fais des grimaces, fais n'importe quoi. Fais des grimaces, saute en l'air, tu vois, fais ce que tu veux, quoi. Et j'ai fait des grimaces. On peut avoir un dialogue avec oui, parce qu'avec cette façon de travailler, tu fais des grimaces, ok. Tu fais des grimaces, mais on fait tellement, et une qui sont plus exagérées, une autres qui sont moins, une autres qui n'ont pas de la grâce, des autres, mais on les fait tellement. Regarde la caméra, mais en seconde. Après, en demi-seconde, on a tellement de choix, parce que bon, le film à la fin, on avait 540 heures de rushes. Des matériels bruts. Parce que tu as 3 caméras, je tourne toujours avec 3 caméras. Alors, vraiment, dans les montages, avec tout ce matériel, tu peux graver. Parce que tu dis des grimaces, tu dis, ah, ça sera vulgaire, ça sera banal, ça sera grotesque. Peut-être, oui. Mais peut-être il y a une, à un moment donné, qui est, tu sais, dans ce point intermédiaire, qui est un grimace, qui est un artifice, qui c'est quelque chose qui est un peu de l'humeur, mais en même temps c'est un humeur noire, mais en même temps c'est fascinant du point de vue visuel, mais en même temps c'est spirituel. Tu sais, et c'est qu'un essayant. Et c'est vrai que ça c'est important, ça peut être ridicule, mais c'est vrai. Je prends beaucoup de mon temps, mon travail en tant que réalisateur, de faire les moments de ce qu'on tourne, de créer la sensation de tourner, et à la fin aussi, de finir, parce que c'était pas non plus clair quand on finissait les scènes, et parfois tu partais, mais les scènes continuaient avec les autres, ou à l'inverse, des gens qui partaient, de faire ce commencement et final de la caméra en train de tourner vraiment, le plus dur possible, et le plus incompréhensible pour tout le monde de savoir exactement quand ça a commencé. Que vraiment ça commence, mais personne ne se rend compte. Et ça c'est important parce que ça élimine beaucoup d'a priori, cette idée de connaître déjà dans les codes de la représentation. Et parfois, moi, je le fais exprès, je fais ça, je tombe, tout ça. Ou je vais là et je parle avec quelqu'un à côté de toi. Et non, il dit non, tu ne tournes pas parce que non, Albert ici à côté de moi, c'est absurde. Non, tout le monde qui est à côté dit c'est absurde. Mais après, je me sépare un petit peu. Et puis, non, après un petit peu plus, et personne ne se rend compte, hein, et le moment où vraiment les images, non, lui il est déjà en train de jouer, mais il ne s'est pas rendu compte que moi j'ai disparu, les silences petit à petit, non, ça fait le silence sans que personne dise chut, ou quelque chose comme ça, c'est une autre question très importante et très sacrée, parce que dans les moments que tu fais silence ou quelqu'un dit ça, il y a déjà de l'attention, et l'attention pour les acteurs est déjà dans les codes de représentation. Alors, si tu évites ça, personne ne se rend compte que ça... Et je prends beaucoup de mon temps, je perds mon temps pour faire ça, mais ça marche. Parce que, tu sais, ça élimine la petite tension du corps, parce que tu ne vois pas le moment où ça commence. Et puis ils ne savent pas si tu filmes qui, en fait. Oui, les 3 caméras, évidemment, avec des zooms. Les 3 caméras ont des zooms. Et après, ce qu'on disait, on n'avait pas bien fait de ça, que l'énergie de l'acteur
est beaucoup plus introspectif, tu sais. Parce que s'il a une caméra, quand tu le sais, tu sais que la caméra est là, qui te tourne, je ne sais pas, en plan serré ou non, et plus ou moins tu vas te communiquer avec la caméra, tu vas donner quelque chose, tu vas essayer de lui offrir, même comme cadeau, non, quelque chose. Mais avec les trois, tu veux offrir des choses, mais ce n'est pas évident à laquelle, pourquoi. Alors, automatiquement, je pense que c'est un équilibre assez beau parce que l'acteur, avec cette petite impotence de se diriger en caméra, parce que, et quand je voyais par exemple que lui ou que n'importe quel acteur, il est un peu concentré avec une caméra, il sent qu'il donne quelque chose, après je le fais comme ça, à la caméra, parce qu'il n'y a pas d'assistant, il n'y a que 13 opérateurs, l'un c'est le directeur de photographie, et ils ont son propre trépied, ils n'ont pas d'assistant, et c'est des caméras tout petites, c'est des Blackmagic Pocket là. Alors je lui fais comme signe et le type commence à bouger. Et soudainement, l'acteur qui se rendait compte qu'il était en train de jouer, moi je sentais qu'il était en train de jouer pour une caméra, soudainement la caméra part. Mais la prise n'est pas coupée. Non, et l'acteur évidemment il se rend compte malgré tout, malgré que non, très concentré, mais un petit peu. Merde, je suis plus filmé. Et il y a plein de... Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il réagit comment? Tu sens qu'il relâche un peu. Bien sûr. En tout cas, il n'a plus l'intérêt de se diriger à la caméra qui n'est plus là. Alors, il faut trouver un autre, mais il voit déjà que ce n'est pas l'histoire. Alors, il devient introspectif. Parce que il devient plus vertical. Oui, l'énergie, ce n'est pas avec une autre, mais c'est vertical. Il est là, au centre, au cœur de quelque chose. Mais il n'y a pas de dialogue avec la caméra. Et c'est plus... Mais la caméra, ils sont très forts parce que c'est avec des zooms, et dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, on y va tout de suite, il fait un plan serré, il dit ah là, Benoît, c'est quelque chose d'intéressant. Non, il n'y a pas de signes et tout ça, on se communique un peu. Là, non, c'est ennuyant. Mais tu avais 3 situations parfois, tu avais plusieurs situations dans le même espace. Tu as pu capter 2 conversations ici ou là. C'est toujours un problème pour le son, évidemment, c'est conflictif parce que les ingénieurs doivent rentrer le plus possible. C'est pour ça qu'on a toujours les microphones sans fil, on avait plein. Tout le monde, tous les importants, toujours 8, 10, 12, étaient microphonés, c'était un peu un cauchemar, toujours, mais en même temps, ça arrivait à sauver des choses. C'est vrai qu'Albert il a un côté vigile sur le tournage. Oui, je le vois. Je le vois, il arrive. Il a volé quelque chose, je crois. Mais c'est vrai que c'est curieux. Oui, parce qu'on ne fait pas des essais. Les scénarios qu'il avait lus, mais pas lus partiellement, très superficiellement, si ça suffisait. C'était presque un roman, c'est très bien écrit. Mais comme on réécrit chaque jour, en fait, on réinvente les choses. En tout cas, moi, ce que j'avais lu au début, ça n'a rien à voir avec la rivière. Oh, les sujets, oui, les personnages. Tahiti. Non, parce que dans les scénarios, il avait 60 scènes ou 70. Après, on a tourné 70. On a tourné 100 scènes de plus. Et à la fin, les films, par hasard, 70 scènes presque les mêmes que le scénario. Mais on est arrivé d'un côté et on a monté, parce que ça c'est très intéressant, parce qu'on n'a pas monté, je ne monte pas les scènes où il y a zéro, où il n'y a rien d'intéressant. Ça peut arriver. Mais on a monté 158 scènes ou quelque chose comme ça. Les films à 70 ou 73. C'est-à-dire qu'il y a presque 80 ou 90 scènes qu'on a tourné, monté, avec le travail de tout ça, vous pouvez imaginer avec la caméra, sans les utiliser. Et monter, parce que tu dis, si c'est pas monté, c'est pas grave, parce que bon, on voit que c'est une merde. Mais non, il y a des choses intéressantes, il faut les monter, il faut voir ce que ça donne. Mais évidemment, pour des raisons, parfois des structures, parfois ce n'est pas exactement la même ambiguïté, le même niveau que les autres, ou, je sais pas, ou des personnages. On a changé 3 fois l'actrice principale. Au début, c'était une actrice qui est venue le premier jour. Moi, j'étais un peu obligé. Après, je n'aimais pas. Après, il est venu une autre actrice le jour 8. Il a aussi parti le jour 12 pour des problèmes de production. Et on a commencé avec Shana le jour 16 de 24. Et c'était le même personnage. Les 3 devaient jouer le même personnage. En fait, ils ont commencé. C'est devenu ma nouvelle secrétaire, en fait. Oui.
Mais c'est avoir cette élasticité, je pense que, et surtout pour lui, parce qu'il faut le dire maintenant, et je l'ai dit déjà dans des autres pianistes, mais il est extrêmement doué avec l'oreillette. La concentration de le faire c'est vrai que tu avais un souffleur très bon, non? Avec qui tu t'entendais très bien. Mais l'idée de. C'est pas facile parce que tu dois dire la phrase et déjà la suivante arrive. Et on ne sait jamais parler. On ne sait jamais, on parlait très peu. Je lui disais, Benoît, de l'oreillette, tu vas voir. Et lui, il ne savait pas. La plupart des fois, c'était qui là? Ils vont dire quoi? Ça va aller dans quel côté? Quel est l'enjeu? Beaucoup de fois, tu y arrivais. Et ça, il demande tellement de concentration de déjà dire les phrases à la vitesse normale, après comprendre, non? Un peu tout ça, et après jouer, non? En cohérence. Et lui, et surtout dans la première prise, il était très fort, parce que il était très concentré, et très fort. Après, dans la deuxième prise, comme il avait déjà compris tout ce qui se passait là, et comme c'était plus ou moins, j'essaie toujours de faire des variations et de déstabiliser, mais il avait compris, c'est comme les avions, ils mettaient un peu les pilotes automatiques. Il ne comprenait rien, il ne savait pas exactement qu'est-ce qui va arriver, ce type, il va dire quoi, dans quelle direction va aller le dialogue. Oui, tu orientais en fait, et parfois on changeait de direction quand c'était pas intéressant, on allait sur autre chose. Moi j'ai des motifs, je les utilise là, après, avec le même dialogue avec un autre acteur, avec la même scène mais avec un contexte différent. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, voilà, pour moi ça a été une expérience qui est plus qu'agréable, c'est que tout est possible, quoi. On se laisse guider, on ouvre les portes, et puis on y va, il n'y a pas d'inquiétude, on n'est pas déstabilisé, on est juste en train de réagir à tout ce qui arrive, quoi. Donc c'est juste d'être ouvert et de prendre, voilà. Il y avait deux gros marins, deux balaises une fois, et je suis arrivé, ils me regardaient déjà de travers. Je sentais qu'ils n'avaient même pas envie de parler avec moi, et on a passé 2h30 pour essayer de les convaincre, quoi, de bosser pour moi, quoi. Et là, il dit, donnez-moi des renseignements, juste comme ça, après c'est une sorte d'amitié entre nous, voilà. Et j'ai rien pu faire, les murs, donc c'était, voilà, il y a des moments comme ça où ça marchait pas, donc... La scène de la vague, elle est impressionnante. Un peu un hasard. Non, c'est vrai que c'était un hasard parce que nous on avait loué le bateau et par hasard, 3 semaines qu'on est arrivé là, 3-4 semaines avant. Et ils nous ont dit, parce que ça, ils ont prévoir 10 jours avant qu'il y aura des grandes vagues, ils nous ont dit, ce jour-là, il y a des vagues, des grandes vagues, les jours qu'on avait. Et ils nous ont demandé de relouer les bateaux, parce que c'était très cher déjà. Il y avait du courant, ils ont détruit toutes les... Ça, il y avait beaucoup de casse en plus. Et en même temps, parce qu'il y avait un championnat de surf pour les dates, par hasard tout. Mais évidemment, ça aurait été un désastre, parce que s'il y avait eu le championnat, ça aurait été plein, on n'aurait pas pu contrôler les gens. Non, ça aurait été trop de bateaux, etc. Mais par hasard aussi, il y a le gouvernement qui déclare le confinement. Mais nous, on pouvait tourner. Et là, il y a les grands bacs avec des confinements, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ont sauté le confinement, il y avait la police, mais tous ces bateaux-là, la plupart, c'est des gens qui n'ont pas obéi le confinement. Mais en tout cas, les championnats étaient annulés, ça oui, mais c'était des gens qui étaient là pour voir comme c'était les vagues, des surfeurs professionnels pour profiter. Mais alors, nous, on était dans un contexte où il y avait les grands bacs, en même temps, dans une ambiance légèrement contrôlée, on contrôlait certains bateaux, et par exemple, il y avait des gens qui avaient de la masque, on disait à tout le monde, s'il vous plaît, levez la main, blablabla. Et comme certaines personnes-là ont reconnu Benoît, non? Et ils ont toujours tout de suite, Benoît, je disais, crier, haut commissaire, et tout le monde, haut commissaire, haut commissaire. Et c'était assez facile. Et après, par exemple, l'idée du jet ski, c'était complètement improvisé. Il y a des jet ski, j'ai dit, tu veux aller là, toi, même toi, je dis, est-ce que je peux aller en jet ski? Je dis, oui, bien sûr. Et là, à ce moment-là, il y a la plus grosse vague de 10 mètres qui arrive. Et je suis derrière le mec, et je vois un mur, l'air de rien, je suis comme ça, en train de faire, ouais, elle est belle mon île, hein. Et je vois une vague qui commence à se pointer, mais 10 mètres de haut, et l'air de rien, en fait, on commence à monter, quoi. On est collé comme ça, et je sens le truc. Et puis quand ça redescend, là, on comprend qu'en fait, c'était très haut, et c'est le coup de bol, quoi. Mais on n'a pas l'impression que c'est dangereux, quoi, on fait le truc. Les mecs, quand ils prenaient la vague, il y avait une barrière de corail juste 30 mètres après, quoi.
on se rend compte en fait que c'est des dingos, quoi. Non, c'est assez contrôlé parce qu'il sait où il est là-bas. Mais en même temps, ça peut être dangereux quand il y a beaucoup de bateaux en même temps qu'ils vont s'en sortir. Il peut y avoir, comme on dit ça en français, un bouchon là, il n'y a pas de temps, mais ça arrivait qu'ils sont tombés. Et le pilote, grand barbu là, tu lui as donné, en fait, c'était pas prévu, mais il s'est devenu un personnage important. Oui, c'était le pilote de bateau là. Et après, moi, je l'aimais bien, il était très doué aussi pour le dialogue, très naturel, très facile, il comprenait vite. À l'exception qu'on voulait faire un peu plus mafieux. Après, il est devenu trop exagéré. Vous l'avez de pirate. Ouais, mais normal, il était parfait. Comme pilote, comme un pilote. Alors, bon, c'est un peu non, voir tout ça. Parce qu'en fait, pour moi, le tournage, comme il n'y a pas d'essai, on ne parle jamais de scénario. C'est le vrai tournage que c'est, non? Ce sont les essais, le tournage, c'est la vérité du. Et il faut aller vite pour comprendre qui est bon, qui n'est pas bon, dans quelles scènes les gens sont bons, dans quelles scènes les gens. Lui, il est doué pour ça, non? Oui, le rendez-vous chez lui, quand il se met à manger devant tout le monde, bon, moi j'avais une petite faim, donc je me pose, je dis, il n'y a pas un petit déjeuner là, à servir? Et puis c'est le producteur qui vient, qui me dépose une petite assiette de fruits, comme ça, et puis ça devient un truc important tout d'un coup dans la scène. Il y a un truc un peu méprisant comme ça, il mange, il les prend pour des oiseaux, quoi. Je vais essayer de dire ça, on va même faire, pour le 14 juillet, on va faire un tombola, et voilà, c'était... Maintenant, je vais raconter la vérité alors. Lui, il dit, j'ai envie de manger, c'était pas l'heure de manger. Lui, il a des horaires un peu différents. Et il voulait manger, toi arrivé, il te dit, est-ce qu'il y a quelque chose pour manger là? Il dit, oh, le catering c'est pas prêt, ou je sais pas, ça sera plus tard. Il dit, mais quand même, je veux manger quelque chose. Non? Il avait faim, réellement, pas en tant qu'acteur, en tant que personne, en tant que personnage. Il faut prendre tout ce qui arrive. Et moi, je dis, et toi tu voulais des sushis, je sais pas, ça va prendre du temps. Non, bueno, ce qu'il y a là, que c'est la bouffe qu'il y a là, il n'y a rien d'autre. Et je lui ai dit au producteur, bon, et ça prenait du temps parce qu'il faut aller je ne sais pas où. Et j'ai dit, bah quand même, non, on commence. Et je savais déjà que lui, il était un peu de mauvaise humeur, c'est bon, pas de mauvaise humeur, mais qu'il voulait manger, il avait un peu de faim, tu sais, un peu plus. Mais il n'y avait rien. Et en plus, même après 20 minutes, tout ça, qu'on fait déjà les scènes, c'est pour ça que je pense que c'est un peu la mélange de les deux choses, évidemment, les jeux d'acteurs, mais il y a quelque chose de réel là, que lui, il veut comme ça. Après, il arrive la bouffe, et j'ai dit non. Attends. Ouais, je lui ai dit de partir. Laisse-le s'énerver. Ouais, laisse-le s'énerver un peu plus. Je suis gentil, t'as vu? Et lui, c'est bien. Et après, finalement, à l'intérieur de la scène, sans rien dire, il arrive la personne, sans prévoir, mais évidemment, comme il avait la seule loi que c'était jamais arrêter de jouer, jamais, je sais pas, il a compris tout de suite qu'il voulait manger, mais qu'il fallait continuer les scènes sans aucune coupure, sans se couper. Et il a intégré parfaitement, et c'est bon parce qu'il dit à les autres, si vous veut manger, il répond non. Parce que les autres savaient qu'il n'avait pas plus de monde dit non. Tu sais, c'est un peu méprisant, c'est ça que tu dis, il y a un qui manque, les autres. On a souligné un peu ça, parce que quand il y a dans cette scène, c'est très important, il y a le premier dialogue du type qu'il est fait en polynésien, non, pendant 3 minutes, tout ça, et on ne les sous-titre pas. On avait fait évidemment la transcription, mais je me suis dit, on ne va pas les sous-titrer. Parce que si on fait les sous-titres, alors les jeunes vont penser, simplement parce que les spectateurs lisent les sous-titres, que lui il comprend, même si tu ne le sais pas. Mais comme tu le lis et tu comprends, tu penses que les personnages comprennent aussi. Alors, sans les sous-titres, il y a une certaine ambiguïté, tu sais, parce que tu dis, mais ils ne comprennent pas, ils continuent à manger, tout ça. Et après, il y a un moment, il arrive la bouffe, ou il dit quelque chose, il dit, cette bouffe vient d'où la ronde, tout ça, et l'autre personne, l'un des autres personnages, et lui-même, il traduit un peu en français cette phrase. Là, tu te dis, mais les autres, pourtant, 3 minutes qu'il a parlé, personne n'a traduit. Mais est-ce qu'ils comprennent ou pas? Non, ça donne, si tu analyses, tu te dis, mais est-ce qu'ils comprennent ce qu'il dit en polynésien ou pas? Non, c'est un humeur un peu. Il y a une petite déstabilisation là. Mais c'est tout comme ça, par hasard, que je comprenne en thème réel qu'on peut faire quelque chose, simplement, et comme lui, il est ouvert,
Ce qui n'est pas évident de faire des prises de 40 minutes, de 45 minutes pour un acteur professionnel parfois, tu sais, mélangé avec des jeunes qui comprennent moins, tout ça, mais ça, il n'a jamais arrêté une scène, il a dit non, je m'aime pas. S'il m'a demandé si je comprenais, j'aurais dit ouais, un peu, je parle un peu. Ouais, ça me. Ouais. Mais après, évidemment, on fait ça, on fait. Parce que beaucoup de gens me disent, on fait ça, on fait l'autre. Non, le directeur de photographie, parfois les gens me demandent, est-ce qu'on va faire ça? Je dis, on fait les deux. Et on fait quelque chose, c'est le contraire. Là, on est dans les politiquement corrects, je ne sais pas, avec la fille ou avec les cancers. On dit, maintenant, on fait la même scène, mais tout complément humoristique. Oui, du côté complément. Et après, ça sera à moi de voir qu'est-ce qui marche bien. Ou, surtout, où les acteurs sont bien. Et le plus agréable, franchement, c'est le soir, quand on avait une bonne journée, il me dit, bah, on va te filmer, puis on te raccompagne chez toi. Donc, j'étais ramené dans la Mercedes, puis on filmait tout le retour, puis on me disait au revoir, puis je voyais tout le convoi là, partir, continuer, puis moi j'allais me coucher tranquille. Je me disais, non, franchement, c'était bien. Il n'y avait pas. On tournait. Ouais, elle laissait là, elle continuait, elle partait, disait au revoir, mais ça, on n'a pas utilisé parce qu'il n'y avait pas mal de scènes à la voiture. Mais bon, c'est 540 heures, le film à 12 heures. Je dois mettre les choses à côté. C'est devenu une habitude, c'était très bien. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le micro peut circuler? Je peux poser une ou deux questions. Je crois qu'il y a une séance après. Je peux demander son rapport à Jean Rouge, tout ce qu'il raconte sur l'improvisation et le penser à Cocorico, s'il vous plaît. Oui, mais comme je dis, moi je vois ça, oui, je peux comprendre, mais c'est soit avant, soit après, pas pendant le tournage. Tu sais, je peux avoir une petite idée, je peux toucher ce sujet. Le côté anthropologique est toujours là, parce que moi j'arrive là, j'ai choisi les acteurs 2 semaines avant de commencer le tournage. Évidemment, j'ai fait jamais aucun essai avec les acteurs, même les acteurs qu'on prend là, qui c'était la plupart des non-professionnels, qui n'ont jamais joué, à l'exception de 2 forts ils ont joué dans plusieurs films, mais ils ne sont pas dans les montages. Alors, ça dépend, non? Mais c'est-à-dire que le côté réel, anthropologique, de vraiment arriver là, moi je l'ai fait déjà d'une façon spontanée, et après ce que je veux, c'est ce que j'ai dit, de m'éloigner de tout ça. On a déjà les matériels humains, on pourrait dire, ce qui est réel et qui est fort, qui sont les acteurs choisis. Et pour moi, le film en fait commence là, commence 2-3 jours avant, quand je vois les acteurs choisis un peu habillés pour la première fois. Là, je comprends, non, je sens que le film commence, pas avant. Et puis dans le tournage, j'oublie complètement toute forme de contenu. Je n'ai aucune a priori, au contraire, j'essaie de chercher des faux. Si la tendance, par exemple, des fautes, si la tendance serait de dire, ah, ce sont les victimes, je commence à les regarder et chercher toutes les fautes qu'ils ont. Tu sais, s'ils sont un peu paresseux, s'ils ont trop d'argent, blablabla, tu sais, tous les possibles, pour moi-même, tu sais, me mettre dans la position contraire, et, tu sais, mais, comment dire, me justifier à moi-même non. Et tu avais beaucoup parlé avec eux, hein? Je parle pendant le moment de faire le casting, oui, mais comme je parle 10 minutes ou 15 minutes avec chaque personne. J'ai l'impression qu'ils sont tout le temps, ils font partie du scénario, leur histoire est intégrée. Moi, je comprends une chose, parce qu'avec les castings, comme je parle avec des amis, chacun, je dis, ah, qu'est-ce que tu fais, tes parents ils sont venus, qu'est-ce que tu fais ce soir, et, je sais pas, des choses comme ça, ils se sont séparés, ton frère et ta mère, ah oui, pourquoi? Tu sais, des choses un peu, tu sais, toujours à la frontière un petit peu de l'intime. Et ça, on fait 10. Mais comme je fais 10 minutes ou 15 minutes, tu arrives un peu à voir la personne. Mais comme je l'ai fait avec, je ne sais pas, avec 60 personnes, donc 80 pendant 2 semaines, 3 semaines, tous les jours, à la fin, tu as une espèce de comment dire, de connaissance sur ce qui se passe là, vraiment. Et ça c'est utile. Mais pas en concret pour une personne, mais c'est utile pour un ensemble dans la tête. Et la jeune femme, la danseuse, quand elle nous a dit le texte que j'ai dit, c'est pas possible, vous pouvez pas le mettre dans le film, parce que sinon j'aurais du mal à trouver un mari après. On va dire que je suis une salope. Tu l'as pas monté à cause de ça? Non, non. Ou t'aurais été sans scrupule? Ouais, sans scrupule. En plus, les gens peuvent, bon, je sais pas, mais bon, ils peuvent avoir d'argent. Est-ce que tu vas en film, écoute, tout ce qu'il y a là est susceptible d'être dans le montage final, ça c'est clair, sinon tu ne vas pas.
Mais c'est vrai que le personnage aussi a disparu. C'est ça, parce qu'il y a plein de personnages qui dans les montages disparaissent. Et je regarde qu'elle est le plus fort. Et après, mon travail, c'est de trouver, comme dire, une narration, mais qui va, comme dire, à coller tout ça dans un ensemble où, vraiment, on a utilisé que les acteurs et les moments les plus forts. Et ça donne la qualité du film. Et si par hasard, par miracle, comme ici, tu arrives à créer une histoire autour, oui, les essais, ça arrive, ça continue, et la paranoïa de lui, que ça monte, et on arrive à trouver la mise en scène qui peut raconter vraiment. Ça, c'est beau parce que le matériel, c'est le meilleur moment des acteurs. Et pour moi, l'idée d'un acteur inspiré, et avec lui, c'était assez fort ça, la différence entre un acteur qui est dans les moments inspirés et un autre moment qui est simplement professionnel, c'est énorme. Et normalement, ça, on n'y croit pas beaucoup dans le cinéma, j'imagine, dans les cinémas plus industriels, parce que comme il a des acteurs professionnels, il y a la croyance que l'acteur va arriver là, va faire une bonne prestation, n'importe quelle heure, à quel moment, il va toujours être professionnel. Mais moi, je vois qu'avec le système de 3 caméras, tu sais, l'acteur est vulnérable, et quand il est un peu vulnérable, parce qu'il perd un peu le contrôle de son propre image, ou au moins de tous les détails de son propre image, parce que les caméras sont très malines, alors là, tu vois que quand l'acteur est inspiré ou quand il n'est pas, la différence est énorme. Ouais, moi je trouve des niveau de magie. Quand Benoît, je trouve ça magnifique, cette paranoïa, et on rentre complètement dans sa tête, et quand tu es dans la voiture, c'est la nuit, et tu dis tous les doutes que tu as sur ton boulot, sur ce que tu es, sur ta position. Je trouve que c'est amené, c'est très très beau parce qu'on est complètement avec toi dans cette paranoïa. Le réel est là, mais il est le réel de ta tête en fait. Ça c'est pas aucune improvisation, ça tu m'avais. C'était un texte, pardon, c'était un texte que tu me soufflais en fait. J'avais rien apporté et je vous laissais. Non, mais lui, il n'avait rien apporté, mais. Oui, parce que pour moi c'est très important ça. Moi je suis là, j'ai une idée de dialogue, qu'en matin peut-être je travaille un petit peu avec Baptiste. Mais je suis là, c'est mes idées. Si je lui donne une autre, c'est déjà pas mes idées. Ça va être traversé, c'est-à-dire qu'on évite les clichés. Et si cet autre lui donne à Benoît avec un thème réel, qu'il ne connaît pas les dialogues, et il doit en plus, tu sais, bon, les donner, l'interpréter, etc., en thème réel, c'est-à-dire qu'il y a déjà trois mouvements de ce dialogue, et c'est presque impossible qu'ils soient un cliché. Parce que lui, il a même s'il était un très mauvais acteur, il n'a pas le temps de les rendre conventionnels, les dialogues. Il a déjà souffert trop de transformations. Il n'y a jamais la communication directe entre une idée qui pourrait être un cliché dans ma tête, non, si j'ai une idée médiocre, mais là, transformé, il est plus organique inévitablement. Mais moi, je l'apprenais quand c'était... Parce qu'il changeait les dialogues, parce que, évidemment, avec la... Tu ne peux pas donner la... Mais moi, tu m'en apprenais sur le personnage, quand il y avait des textes comme ça, plus précis. Je me disais, ah ouais, il est comme ça. Je me disais, ah, il est tordu à ce point-là, quoi. Je le découvrais, en fait. Quand il parle de tu seras mon regard à Inch'Allah, je me dis, mais il est complètement fou, quoi. Je dis, d'accord, ok, c'est un fou, d'accord. C'est génial, ça, parce qu'il découvre des choses sur les personnages en temps réel. Et la caméra est en train de tourner. Alors, tous les relais, et comme lui, il avait un certain contrôle et il tenait la concentration, si, c'est assez... Je pense que c'est impossible de le faire avec la représentation, de le faire avec la même subtilité. D'arriver avec un acteur, il va toujours tomber dans les clichés, il y a beaucoup plus de chances. Au début du film, avec Sergi Lopez, il me dit, ah, t'as vu, on se dit, ouais, c'est super cette façon de travailler, franchement, ça change. On me dit, oh ouais, j'adore, je ne sais pas ce qu'on fait, non, c'est vachement intéressant. Après 2 semaines, il dit, ouais, c'est super intéressant, bon, de temps en temps, c'est bien aussi de savoir ce qu'on fait un peu. Cette 3e semaine, je le vois, merde, non, mais je comprends rien. Et puis, dernier, à la fin, il était là. Et on le voit, on sent, comme ça, il ne sait pas s'il est intégré, si on le filme ou pas, et il perd complètement pied, quoi. Il a dit, je comprends rien, c'est bon, j'ai lâché l'affaire, c'est bon. Il me dit où je me mets là, je comprends, c'est bon. C'est vrai que c'était un peu triste pour Sergi parce qu'il était des scènes très drôles, surtout sur la corruption immobilière.
Non, que tu lui dis de se renseigner sur un problème dans un lien. On ne savait pas trop qui c'était en fait, ce personnage. C'est qu'il est devenu au fur et à mesure, donc lui ne savait pas ce qu'il était, à part cette chemise super clinquante. Il était patron de la boîte, mais on ne savait pas s'il faisait partie des services, si c'était son homme de main. C'est devenu son homme de main au fur et à mesure, quand on fait la scène avec le portugais. Et que là, on voit qu'on est des vrais barbousses, quoi. Moi, à ce moment-là, je me dis, il est vraiment entendu, et je me dis, tiens, on va le refaire boire, Et puis toi, tu m'envoies la jeune femme, la chorégraphe, et qui débarque et on fait semblant de lui donner de l'eau, quoi. Et Sergi, je dis surveille qu'il n'y ait personne qui arrive, là, on sait jamais. Et voilà, et là ça devient un mec qui fait partie de l'embrouille, quoi. Il fait partie des services, quoi. On l'intègre tout de suite différemment. Non, c'était dommage, il y avait surtout une scène, celui de ça, c'était un dialogue très très drôle aussi. Mais c'était de la corruption immobilière, le film était déjà à 2h45. Et la corruption immobilière, c'est quelque chose que tous on connaît. Ça ne fait pas rêver. On l'a vu dans les films, dans la série, on le voit partout. Le nucléaire, tu sais, c'est déjà quelque chose qui fait rêver, qui est dans l'abstraction. Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu. Tu sais, ce sont les seuls mots, les seuls sujets, ils créent déjà des images dans la tête des spectateurs. Et par contre, l'immobilier, il est rendait, tu sais, comme dire, plus réel, non, une île plus réelle. Il était moins énigmatique, du coup. Oui, c'est ça. Et c'est son cousin, Roré, enfin, oui, c'est ça, le gars qui dort dans la voiture. C'est son cousin. Il parle pas un mot de français. Et il écoute pendant des heures comme ça, il ne comprend rien. Oui, c'est vrai ça, oui. J'ai fait un peu ici. Quelqu'un se rappelle de ce dialogue qui commence avec la phrase que tout le monde se rappelle, que c'est la politique, c'est comme un discothèque, blablabla. Mais si quelqu'un se rappelle maintenant de toute la deuxième partie de ce dialogue, il peut me dire 4 ou 5 ou 6 ou 7 phrases de la deuxième partie, c'est déjà quelque chose. Il n'y a personne. Parce que vraiment, dans les montages, il y avait comme on essayait une désintégration totale de tout ce qu'il dit. Et il va d'un côté à l'autre, et tu sais, tu ne peux même pas mémoriser ce qu'il dit. Parce que c'est tellement inconnexe, et tellement, mais tellement bien fait en même temps, tellement organique. La première, qu'il y a les topics et tout ça. Mais la deuxième, pour moi, c'est l'un des moments les plus fascinants. Même moi, je ne me rappelle pas exactement de ce qu'il dit. Et j'ai monté le film. Ils sont endormis. Alors, je suis désolée, mais je crois qu'il y a une séance qui arrive et on me dit depuis un petit moment qu'il faut qu'on se sépare. Là,